Alors, la vision que j'aurais naturellement est une vision beaucoup plus microéconomique et proche du camion que j'ai quitté il n'y a pas très longtemps, puisque pendant 20 ans j'ai été directeur des ressources humaines du groupe Medipôle Partenaire, Medipartenaire, qui à la fin de son activité employait 12 000 salariés et 60 établissements, principalement dans le secteur MCO. Aujourd'hui, la réalité, on peut peut-être passer à la suivante. Voilà. Aujourd'hui, la réalité des métiers en tension. Donc, je vais faire un constat qui n'est pas un constat scientifique, qui est un état des lieux d'un opérationnel. Aujourd'hui, il y a environ 2 millions de personnels médicaux. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est de pouvoir faire la différence entre les personnels médicaux qui exercent aujourd'hui, médicaux et paramédicaux, pardon, qui exercent aujourd'hui en établissement de soins, et l'attrait du secteur libéral, puisque c'est une des problématiques que l'on a, qui laisse peu de place aux établissements de soins, qu'ils soient publics et privés, encore plus aux établissements de soins privés. Ces chiffres sont des chiffres donc, de la dose. En 2018, par exemple, il y avait 86 459 kinés, dont 69 000 en libéral. Donc 80% des kinés qui exercent en libéral. Mme Bordet en parle, on voit le sujet ensemble. Moi, j'ai été, en arrivant dans le domaine du conseil, c'est vrai qu'en arrivant dans le domaine du conseil et dans le domaine du recrutement, la première demande des établissements, c'est bien sûr sur les métiers en tension. On ne vous demande pas de recruter ce qui est facile à recruter, on vous demande ce qui est difficile à trouver. Et sur les kinés, et sur ces métiers, deux problématiques, effectivement une problématique de métier, une problématique d'attrait du libéral, ce que disait aussi Frédéric Bordet, une disparité géographique énorme. Je vais dans une belle région de Normandie, des postes à pourvoir, Le Havre, c'est beau Le Havre, des postes à pourvoir depuis 6 mois, je n'ai pas un candidat. Chaque fois que j'appelle des candidats, on me demande si j'ai bu, parce qu'on me dit, vous ne pensez pas quand même, on ne va pas aller au Havre. Donc, il y a aujourd'hui un état des lieux qui fait que les chiffres sont préoccupants parce qu'on n'a pas... Est-ce qu'on peut passer au suivant? Excusez-moi, j'ai vu. Les chiffres sont préoccupants. Après, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours un peu polémique, donc je vais me permettre de l'être un peu. On a des professions qui sont réglementées et qui sont contraintes par les quotas. Alors aujourd'hui, mon point de vue, c'est pas de dire les quotas sont une bonne chose ou une mauvaise chose. Les quotas aujourd'hui existent. Ils garantissent certainement une qualité des professionnels de santé formés dans les différents établissements. Ils permettent une égalité des étudiants dans l'accès à la formation, et encore, ça on va en reparler. Ils répondent pas forcément aux besoins de personnel, comme le disait Mme Bordet tout à l'heure. Et le problème de la formation, je vais redire, hein, désolé ce que Frédéric a dit, parce qu'on ne s'est pas coordonné là-dessus, mais le problème de la formation, c'est que la formation initiale, aujourd'hui, dans le domaine de la santé, ça se manie un peu comme un porte-avions. C'est-à-dire que les évolutions, le renouvellement des personnels, le maniement des quotas et le maniement de la prévision, là on a fait une prévision en 2025, est un art particulièrement compliqué. Je ne me permettrai pas de le critiquer parce que je ne suis pas capable de le faire, mais aujourd'hui, on a eu des périodes où on a ouvert les quotas, on les a refermés. Est-ce que ça a été une bonne chose? Est-ce que ça a été une mauvaise chose? Je laisserai votre interrogation. Donc, si on peut passer au suivant, les conséquences, c'est que on a des professionnels aujourd'hui qui sont mis en tension par les sous-effectifs. Alors ça, c'est plus mon expérience de DRH que mon expérience de consultant. On a des tentations de recours à des populations sous-qualifiées avec des risques de glissement de tâches. C'est vrai que le glissement de tâches, c'est une problématique que l'on a dans les établissements de soins et qui est grave et qui est interrogeante. On a des difficultés, alors je vais un peu dire le contraire de Mme Bordet, mais les établissements ont fait beaucoup
Moi, le premier, j'ai fait beaucoup, effectivement, pour former les personnels en interne. Mais quand vous n'avez pas de personnel et que vous avez des catégories socio-professionnelles dans lesquelles vous n'arrivez pas à trouver, ben ça, c'est simplement le bon sens près de chez vous. Vous ne les envoyez pas trop en formation. Vous les laissez un peu sur le terrain parce que vous en avez besoin sur le terrain. Et que si en plus vous dites à votre responsable, le cadre infirmier, mais ta personne, j'ai du mal à trouver des intérimaires, mais Georgette, je vais te la prendre 3 jours pour te l'envoyer en formation, vous risquez de perdre vos yeux ou le reste. Et ce qui est une conséquence logique, et ce qui est aussi un frein à la formation professionnelle dans le secteur. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que on doit former, on doit faire évoluer nos personnels, et notre problématique de contrainte et de tension nous fait qu'on a du mal à engager ce type de formation. Après, on a eu, alors je dis un nouveau métier, moi ça fait 20 ans que je suis dans le secteur, donc c'est pas trop nouveau, on a eu l'apparition d'un nouveau métier qui est l'intérim, qui peut être, qui peut être tout à fait attractif pour les professionnels et qui peut être une bonne chose parce qu'on voit beaucoup de choses, on se qualifie, on voit des environnements différents. On a aussi un sentiment de liberté qu'on n'a pas forcément quand on est salarié d'un employeur X. Mais par contre, la contrepartie aujourd'hui, c'est que pour les établissements, c'est du court terme, donc on peut pas construire, on ne peut pas développer. 2, il y a quand même une interrogation en matière de qualité de soins et de continuité de soins. C'est-à-dire que la personne qui voit le service une fois et qui connaît les pratiques médicales une fois, c'est pas la même chose que Georgette qui travaille depuis 10 ans dans le service. Et là-dessus, c'est important. Ensuite, il y a eu je dirais qu'avec l'intérim, c'est un peu une subtile transition avec l'intérim. Il y a pour les employeurs, dont moi je suis, il y a un renchérissement du coût de la main-d'œuvre qui a créé une forme de mercenariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas que tous les professionnels de santé sont des mercenaires, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et aujourd'hui, il y a des gens, je reçois par exemple sur un poste de kiné régulièrement une candidature, toujours la même, en me disant, sur tous les postes, pas qui je suis, quelles sont mes compétences, ce que je veux, en disant je coûte autant net et je veux être logé, je veux ci. Et c'est la seule lettre motivation, j'ai même pas de CV. Donc ça, c'est des pratiques qui interrogent. Et puis, on est dans un contexte aussi où la pression sur l'emploi, vous l'avez partiellement dit, la pression sur l'emploi, M. Chadir l'a dit, elle est liée aussi à la pénibilité de ces emplois. On est dans des emplois dans lesquels la durée de vie dans l'emploi, elle n'est pas la même que dans d'autres emplois parce que c'est difficile, parce qu'on a des TMS, parce qu'on a des maladies professionnelles, parce qu'on a des choses qui font que cette problématique de renouvellement de l'emploi se pose encore plus dans notre secteur. On peut continuer. Alors, je vous disais, je voudrais faire un peu de polémique. Parce que je pensais intervenir en début d'après-midi, donc je me disais que j'allais réveiller les gens. Et comme on est en début de matinée, c'est pas grave, ça va être un peu réveil matin. J'aurais tendance à dire, alors j'ai eu le malheur de faire un petit post sur LinkedIn il y a quelques mois sur le sujet où je me suis fait exploser. J'aurais tendance à dire que les pouvoirs publics, si on peut passer à la slide suivante, les pouvoirs publics sont peu aidants. Alors ça serait plutôt une question, puisque aujourd'hui, on a des métiers en tension, et sur ces métiers en tension, on a un renforcement des obligations qui sont faites aux professionnels. Alors même chose, il ne faut pas, je ne suis pas, il ne s'agit pas de faire de la politique spectacle, de dire c'est une honte que fait le gouvernement, mon Dieu, etc. Il y a deux possibilités. Effectivement, c'est un renforcement de la sécurité des soins. Et le poste que j'ai fait, c'était sur les obligations faites par le décret pour les pharmaciens gérants. Mais sur les pharmaciens gérants, je posais des questions et j'ai eu des réponses très, très pertinentes sur le fait qu'on ne se faisait pas soigner par un médecin généraliste pour tout, qu'il y avait des choses des parallèles qui étaient intéressants. La question, c'est est-ce qu'il y a le renforcement de la sécurité des soins? La deuxième question, alors là elle est très polémique, est-ce qu'il y a un renforcement du pouvoir des lobbies ou des organisations professionnelles ou des ordres? C'est un point d'interrogation. Aujourd'hui,
deux exemples. Donc, je vous parlais des pharmaciens gérants. Je vous parlais, et je pense que Mme Léonore Sarfati en parlera beaucoup mieux que moi, j'ai le bonheur de travailler sur ce texte. De la transformation de la profession d'infirmier de bloc opératoire. Aujourd'hui, la transformation de la profession d'infirmier de bloc opératoire, on sait que le poste d'infirmier de bloc opératoire est un métier en tension aujourd'hui. Sur cette problématique de métier en tension, les textes tels qu'ils sont aujourd'hui ne vont pas nous aider. Ils vont certainement nous aider sur la qualité de la prise en charge, ils vont certainement nous aider sur d'autres choses. Mais là-dessus, c'était mon petit passage poil à gratter. Est-ce que tous les professionnels et tous les responsables de notre secteur de santé au sens large se sont bien mis autour de la table pour confronter leurs problèmes, notamment sur cette problématique de tension? Alors, quelle solution? Malheureusement, si j'avais la solution, je serais très riche et j'aurais une grande notoriété que je n'ai pas. Donc, quelles sont les solutions? Des mesures évidentes mais difficiles à mettre en œuvre. Alors, la libération des quotas. Moi, j'ai lu toute une étude, tout un article très intéressant de l'Ordre des kinés qui dit il faudrait libérer les quotas, mais il ne faudrait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question des quotas, elle est complexe. C'est-à-dire que soit on dit qu'il n'y a plus de quotas, et à ce moment-là, on ouvre le champ à quelque chose qui peut être un peu n'importe quoi. Et après, Frédéric Bordet nous l'a dit, on a des difficultés à avoir une vue prospective des évolutions des effectifs des branches, et là on parle que de notre branche, mais parlons de l'ensemble des métiers de la santé. Si on libère les quotas, de combien, comment, pourquoi, dans quelle région? Le deuxième point, c'est le développement de la formation et de la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis de l'expérience, c'est une bonne chose. C'est une reconnaissance qui a été demandée pendant longtemps, pour moi, hein, je m'engage complètement, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et vous avez le droit. C'est une reconnaissance qui a été demandée pendant longtemps par les professionnels et qui, aujourd'hui, pose des interrogations sur son mode opératoire. C'est-à-dire que se faire valider les acquis de l'expérience quand on est aide-soignant ou quand on est infirmier de bloc opératoire, chapeau. Je ne sais pas si vous avez vu un livret 2 de VAE IBOD, moi j'interviens un peu sur le sujet, c'est costaud. Oui. Quand les gens arrivent devant les jurys ont aussi une attitude qui quelquefois, alors pas de généralisation surtout, mais qui quelquefois peut être un peu méprisante et qui peut être un peu en défense de l'ordre, en défense de... Quelquefois, vous avez des personnes, moi j'ai suivi des personnes qui ont travaillé 18 mois à rédiger le livret. On travaille 18 mois à rédiger le livret. On le fait, et bien sûr, notre système fait que c'est un vrai engagement personnel. C'est sur le temps libre. On s'occupe moins des enfants, on va moins au cinéma, enfin, je caricature. Mais, et par rapport à ça, on a... Quand on discute, et moi j'ai pas mal discuté avec des gens qui ont fait notamment la VAE IBOD, et quelques-uns qui ont fait la VAE aide-soignante, il y a une forme de culpabilité. On se dit, j'arrive avec mon livret et je suis mauvaise, je suis un sous-produit. Et ça, je pense que la question de la validation des acquis de l'expérience, on arrivera à faire une VAE qui marche si la VAE, même si on le dit, c'est pas la vérité, si la VAE dans l'esprit des gens est un vrai diplôme, et le même diplôme que le diplôme initial. Aujourd'hui, on vous dit, vous allez travailler 18 mois comme un chien et vous allez avoir un sous-diplôme. Donc, je caricature en plus. Alors après, il y a les petits malins ou les plus riches qui ont pu avoir des diplômes européens. Et c'est vrai que pour les établissements de soins, notamment, je pense sur les kinés, notamment sur les médecins, aller rechercher un kiné belge, moi j'ai dans mon cabinet une personne qui passe une grosse partie de son temps à aller chercher des Français qui se sont formés au poste de kinésithérapeute en Espagne, par exemple. Donc l'emploi des professionnels européens, bon,
Les points forts, c'est des professionnels immédiatement disponibles et des salaires adaptés à la demande. Les points faibles, je n'aurais pas dû le mettre dans le sort. Premièrement, c'est le développement d'inégalités. Sur la même étude dont je vous ai parlé, qui est l'étude de l'ordre des kinésithérapeutes, ils vous disent qu'un diplôme de kiné, ça peut coûter entre 9 et 9 000 euros. Alors, bon, ça frappe. Entre 9, qui est le kiné qui a fait ses études en France et qui a fait les choses comme dans les choses normales, et puis le kiné qui a un papa ou une maman qui a pu lui payer une école payante, notamment en Belgique, et qui lui a permis de revenir avec... Et vous avez la même chose dans la profession médicale. J'ai dans ma commune, moi j'habite aussi dans un désert médical, j'ai dans ma commune une dentiste espagnole qui est née dans la commune, hein, mais elle n'est pas plus espagnole que vous et moi, mais simplement elle a fait ses études en Espagne parce que son papa était médecin et qu'elle avait la possibilité de... Donc cette possibilité, cette perspective d'inégalité, point d'interrogation. Après, on va refaire encore un peu le poil à gratter, la réticence des ordres et des corporations. Si on veut jeter, si on veut jeter une grenade, on va parler des ordres. C'est vrai que, alors tous les ordres ne sont pas réticents, tous les ordres ne sont pas, mais vous avez quand même, qui peut être logique, une défense logique des intérêts et qui, quelquefois, mériterait peut-être un peu plus de recul. Après, il y a des interrogations quant à ces professionnels, des interrogations quant à l'homogénéité des types de formation et même l'homogénéité de la qualité des formations. Je sais que par exemple sur les kinés, sur les centres de rééducation fonctionnelle, certains de mes clients disent telle école oncologue, j'en veux pas, les Roumains, j'en veux pas. Pas simplement pour des raisons, parce que la formation n'est pas la même et parce que le niveau de qualité n'est pas forcément le même. Après, il y a aussi pour l'employeur sur cet emploi de professionnel européen un renchérissement des coûts parce qu'aujourd'hui on demande le logement, le transport, on demande tout un tas de choses qui font augmenter les coûts et qui pour vous, représentants des salariés, peuvent être aussi une question parce que pourquoi, alors pourquoi pas, mais pourquoi je vais aller payer le logement un Polonais aller payer le transport, aller payer un certain nombre de choses, alors que celui qui habite Vaupro-en-Maux, je vais rien lui payer. Donc il y a des choses où on va avoir encore un problème d'inégalité. Donc l'emploi de professionnel européen, il existe, c'est une solution, je ne dirais pas le critiquer, par contre une solution qui entraîne forcément, et en termes de qualité, et en termes d'éthique, un certain nombre d'inégalités. En conclusion, il n'y a pas de conclusion. En conclusion, il n'y a pas de conclusion parce que, comme je disais tout à l'heure, si la conclusion était facile, aucune mesure ne s'impose comme la panacée. Aujourd'hui, la tentation de baisser le niveau d'exigence pour entrer dans le système est forte. Et c'est une mauvaise tentation. C'est-à-dire que, attention, on ne fait pas n'importe quel métier. Attention, on le dit, mais on ne dit pas assez, le destinataire unique, principal, c'est le patient. Et aujourd'hui, notre problématique de tension, de tension sur les métiers ne doit pas baisser notre exigence en matière de qualité et de sécurité des soins. Ce qui voudrait dire qu'on devrait pouvoir absolument accompagner un renforcement de la formation professionnelle continue des professionnels de santé. Quand on a vu arriver le TPC, on a été les premiers à dire qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé. Vous continuez à le dire. Oui, mais quand on prend un peu de recul, moi, en tant que patient, fils de patient ou père, ou même maintenant grand-père de patient, j'ai très envie que le professionnel de santé qui va prendre en charge mes proches ou moi-même, il soit au fait de la formation. J'ai très envie que
Moi, quand j'ai commencé dans ma carrière, il y avait dans une clinique, alors c'est pas du tout de l'anticléricalisme, mais une sœur qui avait appris à piquer en 1515 avant Jésus-Christ. Elle avait tellement bien appris à piquer qu'on ne lui faisait plus faire de piqûres. Ce n'est pas des professionnels de santé comme ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que le renforcement de la formation des professionnels de santé, elle est obligatoire. Comment est-elle financée? Est-ce qu'elle sera financée sur les fonds propres de la profession, principalement dans le secteur privé à but lucratif? Ça, c'est une question. Et à mon avis, ça durera moins longtemps que les contributions. Il y a un moment où les établissements ne pourront plus le faire. Ça crée aussi une pression sur le dialogue social qui est une pression juste. Je dis pas qu'elle est injuste, qui est une pression juste. C'est vrai qu'on nous a rajouté, alors, on nous a rajouté la réforme des systèmes de formation qui va, le temps qu'on la comprenne, qu'on la digère et qu'on la remette en place, ça va nous handicaper encore plus. Donc, c'est compliqué. C'est un véritable enjeu de santé publique. Le problème de la formation, le problème de ces métiers en tension, c'est un véritable enjeu de santé publique. Et si je caricature une dernière fois, et après je me tairai, on est en train de dire qu'il y a un marathon qui est particulièrement difficile à courir et qu'il faut courir pour sortir de cette problématique de tension. On connaît l'objectif, on sait qu'il faut courir. Par contre, on vous fait courir avec des tongs et on vous met un sac de 50 kg sur le dos et on va voir si vous êtes fort. Et c'est vrai que le secteur de la santé privée, dont moi j'estime être un enfant, est réactif et inventif, essaye d'avancer dans un contexte qui est un peu compliqué. Merci. Merci pour cette intervention. Peut-être avant de savoir s'il y a des questions de la salle, vous avez parlé donc des emplois salariés européens. Est-ce que vous avez une vision sur le marché européen? Est-ce que cette question de la tension sur les métiers, elle se retrouve dans d'autres pays? Comment? Pourquoi? Alors, si je vois quand même le Nord aussi. Oui, non, mais allez-y. Il y a des études, alors je ne pourrais pas vous dire précisément, mais il y a des études, notamment de l'OCDE. On a participé à un séminaire, nous, l'année dernière. Ces questions, dans tous les pays européens, elles se posent à l'identique. Alors, pas sur les mêmes métiers, mais c'est à l'identique. Je vous conseille, je vous enverrai éventuellement les références. Hein. Il y a un rapport OCDE qui a été aussi soutenu par la Commission européenne et qui fait le point sur les tensions en Europe sur l'emploi en santé. Et en plus, je pense que ça doit être renforcé par ce que vient de dire Monsieur Legendre, du fait qu'on est en train de piquer les professionnels de santé européens à des pays qui, du coup, n'en ont plus. Parce que quand on va recruter des infirmières, des kinés en Pologne, en Roumanie ou en Espagne, ben eux, du coup, n'ont pas non plus les professionnels de santé à mettre... on n'en pique pas tant, en fait. Oui. C'est ce que vous disiez, d'ailleurs. On n'en pique pas tant. En fait, le sujet, c'est des Français qui contournent les quotas pour se former à l'étranger. Donc, c'est notamment les kinés, les orthophonistes en Belgique, c'est les médecins en Roumanie, les dentistes en Espagne, enfin, et qui ensuite reviennent. Et il y a une vraie difficulté d'ailleurs pour les embaucher, puisque, là vous l'avez dit à juste titre, hein, que ce soit les ordres ou les lobbies professionnels défendent qu'ils ont tout un cursus honorum à faire avant de pouvoir être reconnus en possibilité d'exercice. Ce qui est compliqué. Voilà. Quand on s'est formé en Belgique et qu'on est kiné, on ne peut pas devenir kiné comme ça. Parce que, il n'y a pas d'équivalence de diplôme particulièrement, donc il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Peut-être d'ailleurs que c'est un des enjeux. Comment on peut, parce qu'ils sont... l'argument qualité, il est réversible. Hein, oui. Peut-être est-ce que c'est un des enjeux. Quand j'étais au ministère de la Santé, j'en parlais beaucoup. C'est d'arriver à recruter peut-être plus facilement
ce type de professionnels, enfin, qui sont formés ailleurs ou venant d'autres pays. Là, aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Un kiné, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'ordre des kinés, sur la reconnaissance des diplômes étrangers. C'est effrayant. Pour être validé en autorisation d'exercice, c'est un parcours. Ils doivent prouver la langue, ils décortiquent si l'unité de valeur machin est bien équivalente à celle, etc. Après, c'est d'autant plus effrayant qu'il y a de grosses disparités régionales. Moi, je connais des gens qui font valider des kinés dans le... Je n'ai rien contre l'Ardèche, en Ardèche, parce que l'ordre des kinés fait rien en Ardèche et on fait transférer le diplôme dans la Nièvre, parce que dans la Nièvre, l'ordre des kinés est un peu plus... Voilà, il y a pas de... Non, mais si, c'est vrai, c'est régional, il y a des régions qui valident beaucoup plus vite. Moi, j'ai présidé longtemps les commissions d'autorisation d'exercice à l'ordre des médecins. C'est hyper compliqué. On a même, il y a quelque chose dans les mentalités à revoir autour des diplômes. On avait même des professionnels qui passaient, vous savez, il y a un concours réservé pour rentrer en 3e cycle des études médicales. Il y a un concours réservé aux personnes qui ont eu un second, qui ont un diplôme ailleurs. Donc ils réussissent un concours difficile. Ils ont le même diplôme d'études spécialisées que les autres au bout du 3e cycle. Ils doivent passer devant une commission à l'ordre des médecins et parfois on les recale. Et alors moi je disais, attendez, ils ont le même diplôme que les autres. Et j'ai eu ce type de réponse disant, oui mais ils n'ont pas fait les mêmes études jusqu'au 2e cycle. Donc je dis, oui, mais enfin s'ils ont eu le même diplôme, excusez-moi, ça veut dire que ce diplôme final qu'a donné l'université atteste d'une compétence similaire. Donc pourquoi est-ce qu'ils devraient passer par... Il y a un sujet quand même sur la reconnaissance de diplômes autres que les diplômes français, et vous l'avez dit, il y a aussi, sans déroger aux questions de qualité, il y a un protectionnisme du diplôme français qui pose question. Et on peut faire un parallèle là, comme tout à l'heure avec la VAE. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a le bon diplôme et le mauvais diplôme. C'est-à-dire que dans l'esprit français, et c'est très français, le bon diplôme, c'est le diplôme initial. Le diplôme qui arrive soit de l'étranger, soit qui est reconnu par ailleurs, Même encore dans la mentalité des jurys. Oui, dans la mentalité. Même dans la mentalité des jurys, où la VAE, par exemple, IBOD, a du mal à être reconnue dans certaines régions. La preuve, ils n'organisent même pas de session de jury dans certaines régions. Notamment très peu en Bourgogne-Franche-Comté, où il y a une réelle difficulté. Il y a des régions dans lesquelles il y a un jury par an, et il y a des régions dans lesquelles il y en a 5. Et je pense que c'est pas lié à des problèmes de démographie. Et est-ce que les étudiants qui vont passer leur diplôme à l'étranger ont conscience des difficultés qui les attendent par la suite? Ça dépend des cas. Oui, sûrement. Après, ils ont envie de faire ce métier, ils y vont, et puis ils se disent qu'ils vont finir par y arriver. Non, pas nécessairement. Alors, il y en a qui sont reconnus. Il y a des commissions qui finissent par leur donner une autorisation d'exercice, sachant que pour certains pays européens, le niveau des études est très similaire au nôtre. Je veux dire, les physiothérapeutes, puisque ça s'appelle comme ça, en Europe, avant même que ce soit en 5 ans chez nous, il y avait des études de physiothérapie en 5 ans, niveau master, dans plein d'endroits d'Europe qui forment des kinés d'aussi bon niveau que les nôtres, quoi. Et des réflexions actuelles sur, j'allais dire, des diplômes européens? Non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a aucune réflexion. Il y a des réflexions au niveau de la Commission européenne. Ils comparent les diplômes, ils essayent de faire des socles communs. Mais il n'y a pas l'idée de travailler sur des diplômes et des contenus uniques, en fait. Je voudrais intervenir sur une expérience que nous avons eue d'interaction avec l'ordre des médecins pour faciliter l'intégration de médecins européens non français.
formés à l'étranger, mais étrangers, dans notre système de soins. Donc nous avons une commande donc là on va au-delà, c'est des médecins qui ont été reconnus par l'ordre, mais pour éviter un échec d'intégration, il s'agit là du secteur libéral. Hein. Donc l'ordre nous a fait la commande de les accompagner donc, dans leur intégration. Donc nous avions créé un module pour leur présenter le système de soins français, les usages de la consultation, parce qu'il y a un certain nombre d'échecs. Hein, lorsque les médecins s'intègrent, eh bien, quelques mois plus tard, ça ne passe pas. Donc voilà, pour dire que l'ordre, comment dire, il y a des ordres qui bougent. Voilà, a envie aussi que l'intégration se passe correctement. Hein, voilà. Donc, alors malheureusement, nous avons accueilli peu de médecins, mais ceux pour lesquels, enfin ceux qui ont assisté à ce module, c'était vraiment intéressant, avec des aspects bien sûr politique de santé, mais aussi anthropologique, hein, le patient français, hein, comment est-ce que les consultations se passent. Voilà. Donc c'était pour le secteur libéral, mais c'était une expérience intéressante. Mais c'est vrai que par rapport, enfin, c'était mon ancien métier, hein, en fait. J'étais sous-directrice des ressources humaines à la DGOS, donc c'est des sujets qui me rappellent des choses. Enfin, vous avez abordé des points sur lesquels, enfin, sans poil à gratter, vous avez dit, enfin, il y a composé avec des représentations professionnelles avec lesquelles il n'est pas simple de négocier des changements de ligne. Pour donner 3 exemples, hein, sur c'est extrêmement difficile de recruter des kinés ou des orthophonistes en salariés, pour des raisons salariales, enfin, de pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, ils sont mal payés. Dans la fonction publique hospitalière, les salaires ont été peu revalorisés. On sait que les établissements privés s'alignent, hein, globalement dans les propositions salariales. On a fait des tas de propositions à un moment, hein, aux représentants de la fonction publique hospitalière, puisqu'on négocie toujours d'abord avec eux. Notamment, et vous avez vu que dans la loi de santé, c'est à nouveau remis, c'est la possibilité d'exercice mixte facilité, c'est-à-dire qu'on puisse à la fois travailler en ville et à l'hôpital, ce qui permet en plus de faire le lien ville-hôpital, qui devient de plus en plus un enjeu. Ça, je pense que c'est important. Voilà, et c'est impossible. Il y a l'idée du temps plein, alors qu'il y a des jeunes qui seraient prêts à l'exercice mixte. Au contraire, il y a un intérêt. Et puis ça permet de suivre ces patients en ville. Hein. C'est hyper intéressant. La question des diplômes, vous l'avez dit, enfin, je veux dire, la VAE, oui, enfin, on voit quand on en discute, reste un sous-diplôme. 30 ans après. 40 ans après. Bon. Peut-être un peu plus dans notre secteur que dans d'autres. Ouais. Oui. Enfin, la vraie formation des professionnels de santé, il a le DE. Non mais voilà, enfin, si vous n'avez pas le DE, bof, c'est pas... Et puis, il y a un vrai protectionnisme, et là qui se travaille, sur les diplômes français versus l'Europe. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne s'agit pas de... c'est pas forcément une vision hyper libérale où tout le monde fonctionne, etc. Mais la question que vous posiez, une harmonisation des diplômes au niveau européen, la facilitation de circulation de professionnels, dont on s'assure, hein, parce que c'était notre... qui parlent français, qui peuvent parler aux patients, et que c'est pas juste... mais il y en a. Non, parce qu'on a eu... parfois, de temps en temps, ils ne savent pas parler. Hein, donc c'est vrai que quand le patient dit qu'il a mal quelque part, c'est compliqué quand on ne sait pas... Voilà, c'est ce dont les ordres doivent s'assurer. C'est ça. Et non seulement la langue, mais aussi les usages, ce qu'on appelle les usages, qui sont très différents dans d'autres pays. Et ça peut contribuer vraiment à des échecs. Voilà. Mais là, on est très en aval de l'agrément par les ordres. Mais il faut faire bouger ces lignes. Après, la libéralisation des quotas de formation, enfin, vous en parlerez mieux que moi,
c'est pas simple parce qu'en fait, il y a aussi un appareil de formation en tension. L'appareil de formation initiale est en tension. Il n'y a pas... au fond, le quota, c'est pas... Alors, il y a plusieurs usages du quota. D'une certaine manière, c'est ça aussi le numerus clausus. Hein. Ça garantit... c'est pas forcément par rapport aux besoins, par rapport à la population. Ça garantit aussi à ceux qui sortent un niveau de revenu. Non mais voilà. C'est la soutenabilité du système d'assurance maladie. Non mais enfin, c'est pas uniquement combien il faut de volume devant le patient. Et puis, soyons clairs, on prend aussi en compte, puisque il y avait le bureau dans ma sous-direction qui s'occupait des quotas, on prend aussi en compte la capacité de l'appareil de formation. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas toujours, mais des appareils de formation qu'on ne peut pas en former plus chez nous. Je vais me permettre de vous contredire un peu. Sur la prise en compte justement de la capacité de l'appareil de formation, notamment sur ce qui vient d'être mis en place sur les infirmiers de bloc opératoire. Aujourd'hui, vu de l'extérieur, le sentiment des petits professionnels, du petit professionnel que je suis, c'est qu'il y a le feu dans les écoles d'IBOD. Il y a le feu dans les écoles d'IBOD parce que entre la formation, le point 6, où la formation des IBOD qui doit être faite, même s'ils ont la VAE, et aujourd'hui les mesures transitoires, ou dans les mesures transitoires, il est prévu de renvoyer 3 jours en école d'IBOD les salariés, certains salariés, pour qu'ils puissent bénéficier de ces mesures transitoires. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a vu, alors on a mais très de l'extérieur, hein, moi je demande, et je préférerais avoir complètement tort, comme ça serait très rassurant, c'est que les appareils de formation ne sont pas forcément prêts à mettre en place ces dispositions qui ont été mises en place par le législateur. Alors, IBOD, c'est à part. Hein. Moi, je parle globalement, médecins, pharmaciens, infirmiers. IBOD, je crois, parce que alors là, moi, je travaillais sur ce point. IBOD, la question, elle n'est pas... C'est une autre question. On va en reparler avec le DPC. C'était comment, et c'est une vraie question, on peut faire bouger les lignes entre les métiers. C'est-à-dire qu'en gros, on a aujourd'hui le code de la santé, où il y a une relation prescrit-prescripteur, les paramédicaux dans une situation de profession prescrite, exclusive, etc. Et l'idée, alors autour des infirmiers en pratique avancée, autour du nouveau texte IBOD, etc., c'était commencer à faire bouger des lignes. Et donc c'était l'idée de dire qu'une IBOD pouvait être, pas du tout dans les conditions d'il y a 20 ans, etc., une véritable aide opératoire, c'est-à-dire qu'elle pouvait participer voilà, donc vous avez vu, il y a l'hémostase, il y a les sutures, il y a, enfin, on va pas revenir sur le texte, tous les actes exclusifs des IBOD. Et donc, à un moment, on dit, allons-y. Sauf que les IBOD actuellement en poste, elles n'ont pas été formées à ça. Donc évidemment, il faut qu'elles y passent toutes. Bon, c'est ça qui est complexe d'organiser. Après, on l'a toujours dit, c'est la réalité dans les établissements de santé. Aujourd'hui, la plupart des infirmiers en bloc, il n'y a pas beaucoup d'IBOD en France. Il n'y a pas beaucoup d'IBOD. La plupart des postes d'infirmiers en bloc opératoire sont tenus par des IDE. Encore plus dans notre secteur. Oui. Dans le public, ça commence aussi, qui sont formés au travail d'infirmiers de bloc. Deux métiers différents. Non mais on est d'accord, mais c'est la réalité, c'est que la plupart des infirmiers qui exercent aujourd'hui en bloc en France, elles n'ont pas le diplôme d'IBOD. C'est des IDE formés, celles d'ailleurs qui ensuite demandent la VAE et qui ne l'ont pas. Et toute la question après, c'est aussi comment on rentre dans l'accès au diplôme, en fait. Est-ce qu'il faut d'emblée être IBOD avec le diplôme, etc. Ou est-ce qu'il y a un parcours qualifiant qui peut être ensuite reconnu en VAE? Enfin, c'est des choses dont il faut discuter. Là-dessus, les organisations professionnelles, elles sont aussi dans un protectionnisme de métier. Hein. Oui. Personne en bloc qui ne soit IBOD. Bah oui. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je voudrais on est passé un peu vite sur la pénibilité de certains métiers en tension, qui génèrent, disons, des métiers en tension, comme par exemple l'aide-soignante.
Sur l'ensemble des territoires, aujourd'hui, on constate à peu près 30% de places de moins dans les écoles, de candidats de moins dans les écoles. C'est à peu près la norme dans toutes les régions, 30%. Moi, je pense qu'il y a une pénibilité, on ne l'explique peut-être pas assez aussi aux candidats. Le jeune qui vient d'avoir son bac, ou peu importe, rentre dans l'école d'aide-soignante, il fait aide-soignant et il se rend compte vraiment de la pénibilité du métier. Je pense qu'on ne l'explique pas assez. Alors, il y a de nouvelles techniques, d'élèves malades, notamment dans les EHPAD ou autres, mais je pense qu'on ne prend pas assez en compte la pénibilité de certains métiers. Aujourd'hui, une aide-soignante, en seconde partie de carrière, à 45 ans, excusez-moi, mais elle est usée. Elle est usée. On sait comment ça se passe, elle est déclarée inapte à son poste d'aide-soignante, reclassement possible, et on finit où? Chez Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est ça aussi la réalité du terrain. Et les jeunes qui rentrent dans le métier avec tous les moyens informatiques et compagnie, elles recherchent aussi sur le net. Et tous ces éléments-là, elles vont sur le site de l'Observatoire, elles vont regarder notre étude sur le parcours des EAS. Ça donne pas envie de faire aide-soignante aujourd'hui. Ça donne pas envie. Alors, il y a quelques écoles, notamment à Castelnau, où ils font vraiment un effort pour expliquer ce que c'est que le métier, en disant les bons points et les mauvais points, en fait. Mais voilà, moi je pense que la pénibilité, on ne la prend pas assez en compte dans les métiers en tension. Et si certains métiers sont en tension, on l'évoquait, il y a différentes raisons, mais la pénibilité, de mon avis, est l'une des raisons majeures. Aide-soignante, il y a un autre sujet, enfin, je suis d'accord. Il y a aussi le fait que la plupart entrent maintenant dans des écoles d'aide-soignants avec un niveau bac, et que le diplôme d'aide-soignant a une reconnaissance inférieure. Non mais, enfin, voilà. Donc il y a des tas de gens qui répugnent à rentrer par le bac pour avoir un niveau, un niveau inférieur. Donc ça. Et puis, mais là vous voyez, il y a les corporatismes, etc. Quand j'étais au ministère de la Santé, donc je suis partie depuis déjà 3 ans, et il y a 6 ans, on avait fait un groupe de travail pour... C'était d'ailleurs à la demande des organisations. C'était pour qu'il y ait un vrai référentiel de compétences pour les aides-soignants et qu'on se détache du fait qu'elles étaient uniquement dans le rôle propre de l'infirmière sans référentiel ad hoc. Et là, blocage des organisations représentatives infirmières. Et là, il y a un véritable enjeu parce qu'une aide-soignante... tant à l'hôpital qu'en médico-social, en EHPAD, voire en ville, à domicile, peut avoir un champ de compétences qui lui est propre. Donc, il faudrait revaloriser le niveau du diplôme, le diplôme de formation d'aide-soignant, et il faudrait aussi qu'il dispose d'un champ de compétences propres. Le travail a été fait. Moi, je vais vous arrêter tout de suite sur la revalorisation du niveau du diplôme. Je crois qu'on en est tous d'accord. Après, il y a une question, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, il y a une question économique qui est la question du coût du soin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne rentre pas en école d'aide-soignante parce que le delta entre le salaire de l'aide-soignante et celui de l'agent des services hospitaliers, il ne valorise pas forcément le diplôme. Je vais me mettre à votre place, je vais faire le représentant syndical. Mais c'est comme on fait une carrière. Non, mais on est d'accord. Il y a un moment où les établissements, on demande aux établissements un peu de professionnaliser, de développer ces métiers, de professionnaliser. Est-ce qu'on en a la juste rémunération en face? Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, avec le problème que l'on rencontre, avec le fait qu'on ne sait pas d'une année sur l'autre ce que seront nos revenus. Donc c'est très difficile parce que quand on sait que la masse salariale c'est quand même la chose la plus difficile à bouger, que ça augmente très vite et que ça diminue très lentement, et puis que ça ne sert absolument à rien au niveau social d'aller embaucher des gens parce que tout d'un coup on est sur une activité qui va être rémunératrice une année et l'année d'après d'aller en licencier 20 parce que du coup c'est plus la bonne activité qui rémunère. Donc ça c'est pas, on peut pas faire ça. Nous dans le secteur médico-social on a une très bonne lisibilité de nos revenus. Parce que vous êtes plus stable que nous avec la tarification à l'activité. On a une pérennité qui est assez extraordinaire et il est très facile de faire chez nous le budget prévisionnel d'un EHPAD, ça dure une demi-heure. Alors que chez nous... Mais pour autant, on a les mêmes soucis au niveau d'un métier, notamment celui d'aide-soignant. Alors, mais parce que vous, je pense que vous bénéficiez, non justement, vous êtes les victimes d'une mauvaise image en plus. Oui.